8h, 11h. 8h, 11h. Mieux vaut le savoir avec Federica. h 05 sur notre antenne. Chez vous aussi, si vous souhaitez mettre vos montres horloge à l'heure, 10h05 précisément. On entame déjà la 3e heure de notre rendez-vous avec d'autres invités. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir l'ADEME, l'Agence pour le développement, mais aussi la transition écologique en Martinique. L'ADEME avec nous entre 10 et 11h. On sera également avec une association, une belle association martiniquaise qui est là aussi pour nous accompagner au monde de demain. Il s'agit de l'association Transition Résilience et nous serons donc avec Jean-François Moreau, mais aussi avec Martine Lheureux. Et puis on va garder aussi notre consultant BTP du premier mardi du mois, Hervé Etilé, avec nous dans cette émission. Allez, 10h06, voici NG.
Mieux vaut le savoir avec Federica. 10h11 déjà sur l'antenne, troisième heure de notre rendez-vous. Le vent est toujours présent. La pluie apparemment, effectivement, elle a quitté Fort-de-France. Les nuages sont bien présents. Et mes deux invités vont peut-être pouvoir confirmer, nous faire un petit coup de météo. Voilà, rapide, les petits prévisionnistes à l'instant. Bonjour Martine Lheureux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Vous avez un beau sourire, donc je ne mens pas, le soleil est de nouveau présent à Fort-de-France, sur Fort-de-France. Eh ben, je regarde, je Ouais. suis arrivée sèche, donc tout va bien. Donc tout va bien. Oui. Vous êtes arrivé du nord ou du sud? Du sud. Du sud. Et Sans alors? embouteillage. Ah, Ah, ça, je crois que c'est la meilleure météo qu'on puisse donner. Est-ce qu'il y avait des embouteillages ou pas? Pas d'embouteillage pour arriver du sud à Fort-de-France et bien sûr un soleil qui vous a accompagné sur la route. Voilà, exactement. Bon, eh ben voilà la petite météo. Jean-François Moreau, bonjour. Bonjour, Direct- bonjour Federica. Merci d'être avec nous ce matin, directeur de l'ADEME. Vous aussi, vous êtes arrivé dans nos studios avec un temps clément. Clément, tout à fait. Ouais. Pas une goutte d'eau. Non, Et très vous sec. arrivez d'où précisément? Du sud d'abord et ensuite du Lamentin. Bon, pas d'embouteillage non plus. Pas du tout, non, j'ai suivi le même parcours et c'était parfait. Bon, c'est une bonne nouvelle. On a dit ça, tout le monde va se précipiter, prendre sa voiture et se diriger sur Fort-de-France en disant « Mon Dieu, deuxième jour de la rentrée, ça roule, on profite ». Jean-François Moreau, vous allez nous parler de l'ADEME ce matin. Et vous, Martine Lheureux, vous allez nous parler de stratégie résilience. Et je disais hors antenne, l'association m'avait dit « Non, c'est vrai, c'est un groupement. Hein. Voilà. Moi, je pensais que c'est un groupement sous association, statut d'association. Non. Eh bien oui, c'est un groupement qui... donc nous regroupons des animateurs qui sont engagés sur les thématiques climat et limites planétaires. Et ils le sont engagés à travers à la fois leur activité associative et leur activité professionnelle. On va découvrir les actions dans quelques instants, ce que vous avez déjà fait et ce que vous ferez également à l'avenir. Nous comprendrons aussi pourquoi la création de ce groupement ici, donc en Martinique ou tout simplement sur le territoire français. L'ADEME, A-D-E-M-E. L'Agence de la transition écologique et énergétique. Pour vous en dire quelques mots, c'est une agence qui existe depuis 35 ans maintenant Quand même. et qui a vu le jour au moment où on se questionnait sur comment gérer les déchets des ménages d'abord et ensuite comment faire face au choc pétrolier et déjà faire attention à nos consommations d'énergie. Et depuis 35 ans, le champ d'intervention de l'ADEME s'est élargi à tous les sujets qui sont aujourd'hui des sujets de transition, qu'il s'agisse du transport, de la mobilité, du changement climatique, ça a été évoqué, de l'alimentation durable, de l'économie circulaire, des énergies renouvelables. Et on voit bien que l'ADEME intervient sur différents sujets. Et on intervient de deux façons principales. D'abord, l'ADEME, c'est une équipe d'ingénieurs expertes qui est là pour accompagner les acteurs du territoire dans ces sujets de transition, que ce soit des entreprises, des collectivités, des associations. Prenons un exemple, une entreprise de l'agroalimentaire qui aujourd'hui fait des jus et des confitures, qui se pose la question de comment mieux gérer ses déchets ou comment réduire sa facture énergétique. Ce n'est pas son cœur de métier, elle n'a pas forcément les compétences chez elle, donc elle peut venir pousser la porte de l'ADEME et les ingénieurs de l'ADEME vont essayer de faire mûrir sa réflexion, lui apporter des éléments de retour d'expérience. Et cette entreprise, à un moment, elle va pouvoir peut-être avoir la volonté d'aller plus loin et de concrétiser un projet, de concrétiser une démarche. Et donc là, c'est la deuxième intervention de l'ADEME, au-delà de l'expertise, c'est notre capacité à cofinancer les projets en subvention pour faire que les projets se concrétisent au service des acteurs du territoire. Donc l'ADEME essaye de marcher sur ces deux jambes, l'expertise d'un côté, une expertise complètement gracieuse, complètement objective, et ensuite l'accompagnement financier. Alors, 35 ans d'existence, vous l'avez dit, ADEME sur tout le territoire français, ici en Martinique aussi? Oui, tout à fait. L'agence est présente depuis 35 ans.
On a d'abord été physiquement en centre-ville de Fort-de-France. Aujourd'hui, on est sur la commune du Lamentin, quartier Place d'Armes, avec une équipe d'une quinzaine de personnes, principalement des ingénieurs, comme je l'ai indiqué. Et puis, voilà, comme il y a une activité budgétaire de gestion, des secrétaires gestionnaires, une chargée de communication, parce que l'enjeu pour l'ADEME, c'est aussi de faire savoir qu'elle existe. Ah ouais. C'est aussi de faire savoir que des projets en Martinique sont possibles, que d'autres sont déjà passés par là, et expliquer le cheminement qui permet à nos entreprises, à nos élus locaux de concrétiser leurs projets. En 35 ans, et vous l'avez dit dès le départ, au départ, il y a eu l'initiative de l'ADEME, c'était pour accompagner les entreprises, mais aussi les ménages. Oui, Et tout à surtout fait. les ménages. En 35 ans, les sujets ont évolué. Alors, Les besoins même, peut-être, je dirais, ou les thématiques ont évolué, se sont augmentées, même j'ai l'impression. oui, c'est ça. Comme je le disais dans le propos introductif, il y a une diversité de thématiques Ouais. aujourd'hui extrêmement importante, qui peuvent être prises individuellement, mais qui quelquefois ont des interactions entre elles. Euh, les économies d'énergie vont de pair avec les sujets d'énergie renouvelable, les sujets d'économie d'énergie. On peut parler d'alimentation durable qui peut avoir des interactions avec l'aménagement du territoire, avec les effets du changement climatique, avec là aussi les consommations énergétiques de nos agriculteurs, nos exploitations agricoles. C'est aussi une des plus-values de l'intervention de l'ADEME, c'est qu'on a ce regard croisé, alors que quand on est dans un secteur d'activité, souvent, notre préoccupation, c'est notre secteur d'activité. Et l'ADEME a ce petit recul qui permet d'avoir une visibilité un peu croisée sur tous ces sujets. Alors, vous l'avez dit aussi, hein, c'est l'agence de la transition Transition écologique et énergétique. énergétique. Donc, ça veut dire que derrière, déjà, rien que ce terme-là, ce mot-là, on peut trouver beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses peut évoluer. Oui, tout à Et fait. va évoluer par rapport à nos activités, par rapport au temps, par rapport aux conséquences des activités passées, etc., etc. Oui, tout à fait. Prenons un exemple. C'est vraiment pas figé. J'ai l'impression voilà. que plus on sensibilise et plus on est sensible, et plus finalement on se rend compte qu'il y a des choses à faire pour Oui, ne serait-ce que déjà répondre au premier terme, transition. tout à fait. Transition. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour l'illustrer, par exemple, l'économie circulaire, bon, c'est un concept sur lequel on pourra revenir. Ça fait une dizaine d'années que l'ADEME a investi ce sujet-là. Mais jusque-là, c'était pas une problématique. En fait, les missions de l'ADEME, en tout cas les thématiques de l'ADEME, évoluent en fonction de l'évolution des connaissances et de l'évolution des impacts de nos activités ou du changement climatique. Et on est à la croisée de ces différents chemins. Et voilà, effectivement, il y a des sujets qui, avant, avaient le vent en poupe, aujourd'hui, qui l'ont un peu moins. Et puis d'autres sujets émergents qui deviennent aujourd'hui prioritaires. Prenons la question du changement climatique sur laquelle intervient Madame L'Heureux. Ce qui a accéléré le fait que l'ADEME s'intéresse à ces sujets, c'est que sur les territoires, les effets du changement climatique sont de plus en plus visibles. Le recul du trait de côte, les impacts sur les littoraux, l'impact induit aussi sur la nécessité de déplacer des populations sur certaines communes parce que le littoral est complètement rongé. Et donc, comment on accompagne les collectivités qui doivent faire face à ces défis? C'est là où l'ADEME intervient et propose des études, des outils, des méthodes pour faire qu'on anticipe un petit peu ces effets et qu'on essaye d'avoir des actions sans regret. Parce que la difficulté, c'est pas finalement de répondre à une problématique à un instant donné, mais de faire que la réponse, elle soit la plus durable possible. La plus durable possible. Alors, vous l'avez dit, 35 ans d'installation, création de l'ADEME et installation ici en Martinique. Il y a encore quelques années, même 20 ans, quand on parlait de ces sujets, beaucoup de personnes restaient encore un peu sourds à ces sujets. Et je crois que de plus en plus, on commence à comprendre l'intérêt, à anticiper, peut-être à modifier effectivement ou notre façon de vivre, notre façon de construire, notre façon de consommer, nos façons d'acheter, nos façons de nous projeter. Hein, je vois, pour prendre l'exemple, vous venez de parler du trait de côte il y a encore longtemps. Oui, mais la mer, la terre, elle est toujours là. Mais on voit bien que ça s'est accéléré parce qu'on avait connu qu'avant, ça mettait des décennies pour évoluer et que maintenant, en 1, 2 ans, voilà, on a les pieds dans l'eau. Exemple,
encore au diamant, hein, s'il y en a qui n'y croient pas, rendez-vous sur le diamant et vous verrez les derniers effets de la houle. Des maisons qu'on ne peut plus vendre, qu'on ne peut pas louer, qu'on ne peut pas céder, hein, parce que la loi ne nous le permet pas. Pourtant, la maison est bien solide, on la voit, mais on ne sait pas, etc. Et puis pour parler du temps, hein, du climat même, je sais que le 1er août, Martine, on a atteint le fameux, je crois que c'est le jour du dépassement. Tout à fait, le c'est jour ça. du dépassement. Et je vais donner la parole là-dessus. Et là aussi, même les Martiniquais, on avait du mal à saisir l'intérêt, même il y a 20 ans, quand on nous parlait eh bien, de ce climat, des précautions à prendre avec nos usages, parce que la couche d'ozone, parce que ceci, ben, on voit bien que maintenant, sécheresse. Quand il y a, on a très chaud. Et puis quand il pleut, on a très pluie. Donc même chez nous, alors qu'on n'y croyait pas, aujourd'hui, même le petit Martiniquais, il se rend compte que ces sujets sont des sujets auxquels il doit porter son attention. Donc ce fameux jour du dépassement, Martine. Oui, le jour du dépassement, en fait, c'est le jour où on a... Alors, je vous donne la parole dans 2 secondes, vous permettez. Pardon. On a un petit message, on le diffuse. Oui. Comme ça, on prendra tout le Bien temps pour sûr, tout pas de expliquer. souci. C'est mieux. 8h, 11h, mieux vaut le savoir. 10h22 encore et de nouveau sur notre antenne. Je vous rappelle nos invités ce matin. Nous sommes avec Jean-François Moreau, avec Martin L'Heureux pour nous parler écologie et environnement, mais aussi avec un artisan. Je l'ai oublié parce qu'il est par téléphone. On va lui donner la parole avant de parler du jour du dépassement. Parce que le mardi, nous avions l'habitude de parler de ce secteur professionnel, le BTP, et aussi parce qu'il a un certain impact sur notre environnement. Vous aviez pris l'exemple de l'agroalimentaire. C'est vrai, c'est une industrie chez nous, mais le BTP aussi, avec un vrai impact et puis avec de vrais soucis et de vraies questions pour ces professionnels. Hervé Ethilé, bonjour. Et pour le particulier aussi. Bonjour Federica. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous présente Jean-François Moreau, que vous connaissez peut-être déjà, directeur de l'ADEME. Martine L'Heureux du groupement d'associations Stratégie Résilience. Et vous-même, je vous les présente à eux, artisans dans le BTP, mais aussi consultants pour nous dans cette émission pour accompagner nos auditeurs. Alors, une grande question pour vous, Hervé Ethilé. L'ADEME, est-ce un partenaire? Est-ce un organisme que les professionnels du BTP consultent? C'est un partenaire, sachant que nous avons, à l'époque où j'étais président, il me semble que nous avions signé une convention avec l'ADEME, président de la Fédération française du bâtiment. L'actuel directeur n'était peut-être pas président, mais bon. Peut-être que c'est pas avec ce directeur. Pas encore directeur, enfin, voilà. On a toujours eu de très bons rapports avec l'ADEME. C'est un organisme qui est très important pour ne serait-ce que prendre la tâche des personnes sachantes, compétentes au sein de l'ADEME qui peuvent nous donner des informations sur l'acte de construire. Et pour vous, et avec vous, Martine L'Heureux, quand j'ai jeté un petit coup d'œil à la... Oui, Martine L'Heureux, que je salue et que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs qui s'interrogent. Tout à fait, parce que par exemple sur le secteur du BTP, c'est un bel exemple. Vous avez parlé effectivement, c'est un secteur qui participe aux émissions de gaz à effet de serre, mais c'est un secteur aussi qui devra forcément s'adapter sur plein de secteurs. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de la chaleur, de la sécheresse. Monter un mur de béton pendant des périodes de très forte sécheresse, c'est extrêmement prenant pour les corps humains qui y travaillent et ça a des risques très forts sur la santé, par exemple. Et je peux en témoigner. Exactement. Et c'est clair que les délais s'allongent. À la fois lorsqu'il fait très chaud, mais également lorsqu'on a des coups de pluie de manière beaucoup plus imprévisible, eh bien tout ça allonge énormément les délais dans le BTP. J'allais dire, monter un mur de béton un jour de grande pluie, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est à l'arrêt, donc c'est complètement à l'arrêt et c'est obligé d'être reporté. Et tout ça, en fait, ça vient aggraver les délais prévus par l'artisan au départ, eh bien ils s'allongent. Qui c'est qui paye au final ces délais, cet allongement de délai? Est-ce que ce sera le donneur d'ordre? Est-ce que ce sera l'artisan? Si l'artisan prévoit ces délais et donc soumet un prix plus cher au donneur d'ordre en lui disant, moi j'ai anticipé le dérèglement. Le client, c'est celui qui fait construire. Merci. S'il dit, moi j'ai anticipé que ce sera plus cher, parce que ça risque de prendre plus de temps. Donc, je vous propose de payer plus cher. Est-ce que le client va accepter?
Sachant Non. aussi que Non. En il général, va non. pas accepter. Il va aller chez l'autre. Oui, mais Et aujourd'hui, sans vous couper la parole, Madame Leroux, aujourd'hui, la problématique, c'est que le client, et surtout le client privé, n'arrive pas à mesurer l'impact de l'effet de ce que nous vivons là en ce moment, cet impact-là sur la réalisation des travaux. Cette période, par exemple, avec toutes ces pluies et toutes ces intempéries, combinée avec peut-être un carême qui va être hyper chaud, eh bien, va générer effectivement du retard de chantier. Et ce retard de chantier, à aucun moment, il n'est chiffré, il n'est chiffrable, et il n'est même pas envisageable de le chiffrer lors de la remise de son devis, parce que ça reste aléatoire. Voilà. Et l'entreprise en pâtit. tout à fait, l'entreprise en pâtit, mais ce dont on parle, c'est qu'on accroît la vulnérabilité de l'entreprise et donc de toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Mais on parle aussi des matières premières, ces matières premières qui viennent parfois de l'autre bout du monde et qui, elles aussi, ont subi un dérèglement climatique et sont soit pas disponibles, soit disponibles dans des délais beaucoup plus longs, soit disponibles mais de manière beaucoup plus élevée, ou disponibles en moins grande quantité aussi, ce qui fait monter les prix. Donc effectivement, on voit que les prix montent. Donc en fait, le BTP, c'est aussi tout ça. Et c'est aussi une forte emprise, ben ça il ne faut pas se le cacher, hein. C'est un secteur qui participe énormément à toutes les activités humaines et donc qui est à base des énergies fossiles, hein, qui se réalise grâce au pétrole, grâce à tous les matériaux nécessaires liés aux énergies fossiles et au sable. Donc premier consommateur en sable. Vous savez, c'est 40 milliards de tonnes de sable qui sont dépensées chaque année. Et le sable, c'est forcément... ça ne peut pas être pris dans le Sahara. Hein. Ben, vous l'expliquerez mieux que moi. Pensez à Hervé Tillet, le sable du désert est trop parfait pour être utilisé dans le BTP. Et voilà, et c'est des ressources. Et il est forcément pris, du coup? Et il est forcément pris dans la mer ou dans les rivières. Ou, enfin voilà, c'est le sable, en fait. C'est le sable qui devrait soit aller dans la mer, parce que, eh bien, il est pris en amont dans les rivières, dans les pierres de rivière, soit dans les carrières, soit dans la mer directement. Et là, par des énormes dragueuses qui ne sélectionnent pas trop, quand elles prennent quelque chose, elles prennent le sable et le vivant qui y a avec. Donc l'emprise est forte. Hein. La mafia du sable, elle est présente. On la connaît à travers le monde. Et on sait les dégâts que ça occasionne, à la fois sur les traits de côte, sur les plages, sur toute la population et sur la protection des populations, souvent qui sont déjà très vulnérables au dérèglement climatique. Et aujourd'hui, avec les protections, on n'a plus de sable. Avec les protections, on n'a plus de sable. Donc, je trouve que c'est un super bel exemple, ce secteur, pour parler à la fois de l'emprise, mais à la fois de ce qu'on subit. Et c'est un super exemple aussi pour dire on ne peut pas considérer qu'un côté ou l'autre côté. Et forcément, pour envisager tous ces enjeux, parce que on a parlé de ça, mais on n'a pas parlé de toutes les ressources minières, par exemple, qu'il faut utiliser pour faire de la construction. Pour envisager tout ça, il faut forcément avoir une pensée systémique. C'est-à-dire penser à tout en même temps, ce qui est très difficile. Penser à tout en même temps. Penser à tout en même temps pour se dire comment mon entreprise demain sera vivante, comment mon chantier sera vivant, comment je vais faire pour rénover ma maison, est-ce qu'il vaut mieux finalement que je construise, que je rénove, etc. pour faire à un moment donné des choix et des choix individuels, des choix de société, des choix de métier. Et malheureusement, chacun a ses propres intérêts à défendre. Et nous, on essaye d'emmener en fait de la prise de conscience, de la compréhension derrière de ces grands enjeux pour mieux éclairer à la fois l'entreprise, à la fois le politique, à la fois les collectivités, à la fois les particuliers et les individus sur l'ensemble de ces choix. Parce que ça nous paraît être la base, la compréhension des enjeux, c'est la première brique. Et vraiment, c'est celle qui fait qu'on a envie d'aller vers autre chose ou pas. Quand on connaît vraiment, véritablement, les risques que l'on encourt, à la fois personnellement, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le territoire. Ouais. Et on commence, pour certains, effectivement, à être un peu plus sensibles, mais peut-être pas tous. Est-ce que les artisans ici en Martinique arrivent à vivre avec cette information, à se projeter, projeter leur entreprise, leur activité avec ces informations, ou est-ce qu'ils aujourd'hui subissent simplement certaines réalités, voire faut savoir que quand on parle écologie et politique, c'est un coût. Hein. On parlait d'un coût pour la santé, mais c'est un coût pour nous tous, puisque cette conscience et connaissance fait qu'aujourd'hui, on voit plein de nos produits sont taxés. Oui, alors, j'ai envie de vous dire que... par l'État et par le gouvernement pour peut-être financer
l'avenir. Alors, je vous laisse réagir, Hervé Tillet, puis Jean-François Moreau là-dessus aussi. On reste sur ce fameux secteur du BTP. Oui, j'ai envie de vous dire qu'il y a deux types d'artisans et même d'entrepreneurs dans le BTP. Vous avez ceux qui ont fait la démarche, qui sont déjà en réflexion depuis de nombreuses années sur l'acte de construire, la nouvelle manière de construire, avec des matériaux un peu plus proches de chez nous, même de chez nous, avec du réemploi de matériaux. Il y a toute cette réflexion. Et puis, il y a des personnes qui gagnent bien leur vie aujourd'hui à encore couler des mètres cubes et des mètres cubes de béton et qui ne vont pas forcément aller très vite dans cette démarche de réemploi, ni même dans cette démarche de recherche de nouveaux matériaux. Ce qui aurait permis non seulement de faire du bien à la planète, mais aussi de faire du bien au porte-monnaie du client, de faire du bien aux artisans, parce que bon, avec certains matériaux, on remarque, et des matériaux nouveaux, on remarque que on a des charges qui sont moins lourdes, donc de la pénibilité qui est en moins sur l'artisan et l'ouvrier entrepreneur ou l'ouvrier. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que toutes les cartes sont là. Maintenant, il s'agit de mettre tout ce monde, toutes ces personnes de bonne volonté pour pouvoir avancer vers un BTP durable, un BTP propre. Et nous avions parlé à l'époque avec l'ADEME, avec d'autres organismes, de BTP durable de façon à pouvoir réfléchir de manière globale, comme dit Madame Martine, de manière globale à l'acte de construire en Martinique. Et surtout sur le petit secteur d'artisans, constructeurs de maisons individuelles, très rapidement, avec des mesures simples, on peut impacter et la pénibilité et les problèmes d'environnement et de réemploi de matériaux de façon à pouvoir injecter dans les constructions des matériaux qui sont qui sont là, qu'on jette bien souvent à la décharge et qu'on peut récupérer, ou alors des choses qu'on peut aller chercher dans la forêt et sans quand je dis dans la forêt, je parle de pas déforester, mais tout ce qui est bambou, etc. Revoir la possibilité d'utiliser le bambou. On a besoin parce que aussi en le bambou est en train d'envahir. Voilà, c'est une plante envahissante et ce n'est pas dénaturé que de réfléchir à l'utilisation de ce que du bambou. Alors d'après ce qu'on nous a dit, qu'il y avait une bactérie un microbe qui fait que il ne tient pas dans le temps, mais je pense que nous avons des personnes bien pensantes et bien intelligentes, capables de trouver le médicament pour empêcher au bambou de pourrir au bout de 2 ans, quoi. Jean-François Moreau. Oui, pour rebondir, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés et qui sont très très justes. Moi, je vais juste essayer de remettre un petit peu au centre les occupants de ces constructions, les ménages, pour lesquels il y a un enjeu de confort et de facture énergétique. Et pour répondre à la fois à ce confort et à la facture énergétique, il y a une belle image qui est celle du manguier. En Martinique, on n'est jamais aussi bien et aussi confortable qu'à l'ombre d'un manguier. C'est vrai. Avec les vents qui nous rafraîchissent. Et cette image, à manger, tu as le logis, tu as tout, quoi. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est de concevoir nos constructions aujourd'hui et demain à l'image de ces manguiers, en réfléchissant en amont à la conception, à l'orientation des maisons, à la ventilation naturelle, au fait d'avoir des brises soleil qui quelquefois peuvent être naturelles, avec de la végétation, des haies, des arbres qui sont justement plantés. Et donc, voilà, ce sujet de la construction, il se pense en amont. Et là-dessus, l'ADEME a des compétences, a des travaux et est en capacité d'accompagner ceux qui s'engagent dans cet acte de construction, pour de l'individuel comme du collectif. Et puis un autre exemple qu'a évoqué monsieur, c'est la pression sur les ressources. Et en fin de vie, que fait-on de tous ces matériaux ? Comment aujourd'hui peut-on amorcer un cercle vertueux qui ferait que les bétons utilisés, les ferrailles, les éventuels ouvrants, on puisse, sous condition, les transformer et les réutiliser dans les constructions futures. Juste une image pour illustrer à la fois les problématiques qui peuvent se poser sur le territoire et là où l'ADEME peut apporter des réponses. Le sujet de la construction, monsieur le connaît bien mieux que moi, mais je vais évoquer le sujet du plâtre. Pendant longtemps, en Martinique, on importait du plâtre
sans savoir en fin de vie quoi faire de ce plâtre. Et ce plâtre, malheureusement, allait remplir à l'époque nos décharges alors qu'il n'avait rien à faire là-bas, ou plus malheureusement, on pouvait le retrouver au bord des routes ou dans des ravines. Mais la question aurait pu se poser à l'époque de pourquoi faciliter l'accès au plâtre sur un territoire sur lequel on ne sait pas quoi faire de ce matériau en fin de vie. Ça, c'était une première question. Déjà, il faudrait savoir que c'est un matériau, dont se débarrasser, parce que pour eux, c'est du plâtre, c'est du sable, c'est rien. Bon, pour autant, ça c'était une question, mais l'ADEME a fait ce constat-là avec différentes parties prenantes, et donc on a accompagné un industriel local pour structurer une filière de collecte et de recyclage du plâtre. Et donc l'ADEME a financé des études, a financé des équipements pour permettre aujourd'hui à nos artisans, à nos particuliers, de ramener à un endroit du plâtre qui va ensuite être broyé, conditionné et renvoyé dans des filières dans l'Hexagone. C'est le renvoyer qui me pose problème. Je peux le comprendre parce que ce n'est pas idéal, mais aujourd'hui, en fait, il y a un enjeu de disponibilité des solutions de recyclage sur le territoire. Toutes ne sont pas disponibles sur le territoire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire du plâtre ? Il y a plusieurs raisons. Des idées ou pas ? Alors, aujourd'hui, ce plâtre, il est renvoyé... Quand il est renvoyé, on fait quoi là-bas ? Il est soit renvoyé en France, soit réutilisé ici en partie en Martinique pour faire du ciment. Ah, il fait du ciment. Exactement. D'accord. Mais je comprends la remarque de monsieur et je rebondis là-dessus, c'est que c'est pas toujours facile de trouver... C'est un coût de le renvoyer. Voilà, mais à la fois, faire émerger sur le territoire des unités qui pourraient permettre de recycler ce plâtre, quelquefois, ça a aussi un coût. Et en face de ce coût, il faut aussi voir le gisement qu'on a de plâtre. Et quelquefois, économiquement, c'est pas intéressant pour un petit peu de plâtre de créer une unité industrielle de traitement. Oui, parce qu'on réfléchit en termes local, on ne réfléchit pas en termes caribéens. Et en fait, si on prend un gisement, il faut le prendre sur la Caraïbe, qui est, c'est un chapelet d'îlets. Le cabotage se fait très facilement et il n'y a pas beaucoup de distance entre les îles. Et la réflexion à mener, c'est de savoir comment on peut gérer du traitement de déchets avec des unités qui pourraient être, il ne faut pas les doubler, mais s'il y a une unité de traitement de plâtre pour la Caraïbe et que tout le plâtre de la Caraïbe va dans cette unité de revalorisation, ça peut devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant et le gisement est intéressant également pour l'industriel qui va l'installer. Et ça, c'est valable pour plein de matériaux qui ne sont pas... On n'utilise pas, on ne réfléchit pas à la mutualisation des déchets de façon à créer une filière pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, par exemple, ou même les autres îles de la Caraïbe. Et nos voisins, Martine Lheureux. Avec votre sourire. Les déchets, c'est toujours très compliqué. Personne n'en veut. Mais il faut faire attention. En même temps, on a vu et on entend que même ce terme déchet, il va évoluer parce que ce déchet devient un matériau réutilisable. Déchet devient matière première. Si je vous dis que jeter n'existe pas. Voilà. Jeter est un acte qui n'existe pas. Toujours jeter sur la planète au même endroit. Dès qu'on construit quelque chose, dès qu'on produit quelque chose, ça devient un bien qui, de toute façon, sera ce que nous, humains, appelons déchets. Et qui, une fois enfoui, sera soit enfoui, mais ne disparaîtrait pas. S'il est brûlé, il sera juste transformé en gaz, mais il n'aura pas non plus disparu. Et là où je voulais rebondir, c'était à propos du confort justement nécessaire dans une habitation. Alors c'est vrai qu'on dit confort et du coup on pense effectivement il fait chaud, on va mettre la clim. Alors il y a deux choses que je voudrais dire. La première chose par rapport au confort. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de foyers où en ce moment, il fait très chaud la nuit. Avoir très chaud la nuit, ça signifie on dort mal. Et si le corps humain dort mal, le lendemain, il ne peut pas assurer une journée avec mentalement une confiance, un bien-être et un rapport aux autres intéressant. Ça veut dire qu'il sera tendu,
ça veut dire que le stress monte, ça veut dire que le risque d'accident monte. Enfin, derrière, vous voyez, il y a toute une série de problématiques derrière qui font que les choses, comme on les imaginait habituellement dans notre vie, ne sont de toute façon plus pareilles. Que vous ayez une classe de 30 élèves à accueillir avec 25 qui ont eu chaud, ou alors que vous fassiez votre rentrée d'entreprise et que la plupart des personnes aient eu chaud et vous leur demandez de réflexion intense, ça va être très complexe à réaliser. Et donc, la chaleur chez soi, c'est vraiment très important. Alors, j'adore en fait ce que M. Moreau vient de dire avec les constructions bioclimatiques et je pense que c'est comme ça qu'on devrait les envisager. Mais la réalité quand même, c'est qu'on mise tout sur la clim. Parce que partout où on regarde en Martinique, partout, mais strictement partout, et que ce soit les nouvelles constructions ou pas, ce sont des clims, ce sont des boîtes béton carrées et des clims. Je vais vous raconter l'exemple de Porto Rico. Porto Rico, ils ont vécu, alors je crois que c'était Irma, où ils ont pris le cyclone et en fait, du coup, ils l'ont pris pas mal et ça a créé des gros dysfonctionnements sur le réseau électrique. Leur réseau électrique a mis vraiment du temps à se redresser, ok ? Mais jusqu'à maintenant, le réseau électrique n'est pas revenu à l'état initial avant le cyclone. Ce qui fait que, prenons le mars dernier, avec des fortes chaleurs, il y avait régulièrement des blackouts. Donc, forte chaleur sur les ménages, mais impossibilité, dans certains endroits, dans la plupart des endroits, de mettre de la clim ou ne serait-ce qu'un ventilateur pour brasser de l'air. Dans des villes où, alors à la limite, si vous habitez la campagne et que vous puissiez aller sous un manguier, c'est génial. S'il reste un manguier, je vous conseille tous d'en planter. Mais c'est génial parce que j'avais eu la réflexion aussi d'une ado qui s'avait marqué. Il faut que tout le monde plante un manguier parce que avec mon grand-père, c'est là qu'on est le mieux. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, Porto Rico, la réalité, c'est que système électrique endommagé, tout le monde ne peut pas y arriver avec des brasseurs d'air et avec des climatiseurs. Donc, c'est actuellement ce sur quoi nous, on mise. Donc, vraiment, on a une grosse problématique sur ça. Donc, il faut vraiment trouver le moyen d'accélérer et d'emmener et que tout le monde, en fait, puisse accepter de modifier, d'anticiper, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'anticipation de cette modification doit être très importante parce que c'est pas le jour où le blackout arrive, malheureusement, on a très chaud qu'on puisse réagir trop vite. Et la maison de demain, c'était vraiment le Creuset. Il y a de tout. On a parlé des murs, on peut parler de la consommation énergétique, mais donc finalement la température pour y vivre, on n'a même pas abordé l'eau. Madame Leroux, aujourd'hui, l'aberration, c'est de voir qu'on donne pour 1 euro un brasseur d'air qui est branché sur le réseau électrique, alors qu'on a des ventilateurs solaires qui fonctionnent très très bien. Donc, pour le même euro, on aurait pu livrer des ventilateurs solaires. Alors, c'est vrai que c'est un petit pas de dire, le brasseur à la place de la clim, ça consomme moins d'énergie. Mais il faut savoir que les personnes qui ont eu accès à ces brasseurs d'air ont bien souvent eu 4 à 5 brasseurs pour remplacer la clim dans l'habitation. Donc avec la consommation, ça tourne tout le temps avec la consommation d'électricité que l'on connaît. Il suffit de mettre un panneau solaire et de mettre 5, 10, même 15, le nombre que vous voulez, puisque ça ne vous coûte rien. Et aujourd'hui, la technologie permet aujourd'hui d'avoir des brasseurs d'air solaire. Nous sommes dans un pays où il y a du soleil. Et elle a bien dit, c'est systémique. J'écoute ce que vous dites et vous n'avez pas tort. Maintenant, je vous demande la durabilité de cette solution. Parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? On va rechanger les panneaux solaires. Non, mais ce que je suis d'accord, et il faut les brasseurs d'air. Parce que c'est vital dans certains foyers, c'est absolument vital. Je suis absolument d'accord avec ça. Maintenant, là où je veux attirer l'attention, c'est que la solution, elle doit être systémique. Il faut casser le béton, il faut remettre des arbres, il faut remettre des choses à long terme qui donnent de la fraîcheur à long terme. Pas de la fraîcheur à long terme, mais qui, en fait, provoque moins d'ensoleillement, provoque moins de stress, sécheresse. Donc moins de besoin d'installer des équipements. Voilà. Ouais, Jean-François Moreau. Je suis en phase avec ce qui vient d'être dit. En fait, ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle.
que ce soit pour le transport et la mobilité. Si on imagine résoudre les problèmes de transport en remplaçant un véhicule thermique par un véhicule électrique en Martinique, C'est ça. on se trompe. Mm. Pareil pour la production électrique. Si on imagine remplacer les centrales EDF aujourd'hui par une unique solution, ça ne marchera pas. C'est un mix d'énergie renouvelable. À la maison, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a cette problématique du confort. Souvent, on renvoie ces sujets-là. Il y a un travail de pédagogie à faire parce qu'on se dit « Ah non, nous, ça ne nous concerne pas. C'est dans l'Hexagone. Quand ils ont froid, c'est normal. Il faut isoler, il faut ci, il faut là. » Mais non, l'enjeu du confort, il est aussi valable chez nous face aux fortes chaleurs. Et donc, comment on fait face à ça? C'est une somme de petites choses. Orienter sa maison, la peindre d'une couleur claire, mettre des barrières végétales, favoriser la circulation d'air, mettre en place les brasseurs. Non, les brasseurs, ça ne remplace pas une clim, mais c'est la somme de toutes ces choses qui vont faire qu'au final, on va avoir une maison vivable, durable et une consommation énergétique qui soit maîtrisée. Et comme ça a été très justement dit, le solaire, c'est aussi une énergie renouvelable qui est largement disponible sur le territoire. Et comment on facilite l'accès à ces technologies, soit de manière centralisée, soit de manière individuelle, ce sont des réflexions en cours. Et aujourd'hui, sur le futur énergétique du territoire, on ne pourra faire l'économie d'aucune énergie renouvelable. Pour autant, il y a 3-4 filières qui se dégagent et qui semblent indispensables. La filière solaire en est une, la géothermie en est une autre, l'éolien dans une moindre mesure. Mais... Alors l'éolien, je ne suis pas d'accord, parce que ça défigure notre environnement. Je ne suis vraiment pas d'accord pour l'éolien. Comme c'est posé aujourd'hui en Martinique, comme c'est fait en Martinique. Après, comme toute installation industrielle, l'éolien... je ne veux pas rentrer dans un débat d'esthète, parce que finalement, est-ce qu'un pylône haute tension électrique qu'on accepte tous aujourd'hui, c'est pire qu'une éolienne? Est-ce qu'une usine en centre-ville de Fort-de-France, c'est pire qu'une éolienne? Ça, c'est un débat d'esthète, je ne veux pas rentrer là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, voilà, la solution, elle se construit ensemble, en fonction des opportunités, des contraintes, des cultures, de l'acceptation des populations. Et bon, voilà, l'éolien, comme les autres filières, a ses avantages, a ses inconvénients. Aujourd'hui, c'est une des filières les plus matures avec le solaire. Et dans la mesure où, effectivement, ça ne défigure pas les paysages, les populations et les communes qui accueillent ces sites-là l'acceptent. Voilà, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idéal, il n'y a pas de solution miracle. Et il va falloir panacher avec tout ça et construire ensemble ce futur énergétique et ce futur environnemental. 10h48 minutes. Je vous demanderai 2 petites secondes. On a 3 minutes de retard sur des messages que je dois diffuser. On le fait de suite. On est 10h49 minutes et on reprend nos échanges avec nos 3 invités ce matin. Martine Lheureux de Stratégie Résilience, Jean-François Moreau de l'ADEME, Hervé Tillet qui est avec nous par téléphone. On a Joël qui a souhaité un auditeur dire un petit mot sur tout ce que vous disiez. Joe plutôt. Bonjour. Joe. Bonjour Federica. Oui, bienvenue à toi, oui. Merci. Je voudrais signaler une chose que j'ai faite il y a 2 ans. J'avais fait une proposition de géothermie à un maire de la Martinique parce que je me rappelle en 1965-66, je crois, on avait fait un forage du côté de l'aéroport et ça avait loupé et ça avait laissé un jet d'eau au moins de 150 mètres de haut dans le ciel. C'est resté au moins 6 mois, d'accord, dans le ciel, d'accord. Et j'avais demandé à ce maire-là pourquoi n'exportons pas cette géothermie pour pouvoir fabriquer de l'électricité, etc., etc. Alors, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, il ne m'a pas répondu. J'entends parler de géothermie, donc je ne sais pas s'il y a encore de la place pour ça en Martinique. Jean-François Moreau, oui. Je vous laisse répondre à l'intervention de Joël. Non, mais juste aller dans le sens de Joël, qui connaît bien le territoire. Effectivement, la Martinique, c'est un territoire volcanique.
Et donc, ça offre des opportunités en termes de géothermie. La géothermie, c'est quoi? C'est exploiter la température des eaux dans le sol pour faire soit du chaud et du froid, soit lorsque les températures sont extrêmement élevées, de faire de l'électricité. Et en Martinique, ce sujet de la géothermie, c'est un sujet bien connu pour lequel l'ADEME, la collectivité territoriale, le BRGM ont beaucoup travaillé et ont beaucoup étudié les opportunités. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans la plaine du Lamentin, effectivement, il existe une opportunité avec un forage qui existe déjà et que sur la commune des Anses d'Arlay, on a des résurgences d'eau extrêmement chaude qui pourraient à terme permettre de la production électrique. Et on peut déjà chacun les toucher quand on va à Petite-Anse et constater la présence de cette eau chaude. Ce que je veux dire, c'est que serre les dents. la géothermie, c'est nécessaire au mix électrique futur parce que contrairement à l'éolien ou au solaire, qui est une énergie intermittente, c'est-à-dire quand il n'y a plus de soleil, ça ne produit pas, quand il n'y a plus de vent, ça ne produit pas. La géothermie, ça produit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc ça propose une énergie de base. Pour stimuler et faire que des projets émergent sur notre territoire, la collectivité territoriale et l'ADEME ont lancé un appel à manifestation d'intérêt. Et aujourd'hui, on a un consortium qui a obtenu un permis exclusif de recherche et qui est en train d'étudier la faisabilité à la fois dans la plaine du Lamentin comme sur la commune des Anses d'Arlay de développer de la géothermie. Sur la commune des Anses d'Arlay, c'est un sujet pour lequel les élus locaux ont déjà été sensibilisés. On a déjà mené des réunions publiques pour sensibiliser la population et informer la population sur ce travail-là. Ça ne veut pas dire que demain, on aura une installation, mais aujourd'hui, on a des industriels robustes, professionnels du sujet, qui investiguent et qui peut-être demain, dans un horizon de 5 à 10 ans, pourraient nous permettre d'exploiter la géothermie en Martinique. Et celle qu'on a sur ce chaude Absalon aussi, ce sont des sites qui sont... Aujourd'hui, Absalon n'est pas dans le périmètre, c'est vraiment plutôt plaine du Lamentin. Il n'y aura pas d'industrie là-bas. Cool, on pourrait aller prendre notre douche chaude. Et puis, je veux juste relativiser aussi, on n'est pas sur de la haute technologie, c'est une technologie robuste. Et en termes de visuel, c'est un petit bâtiment industriel, c'est pas des choses folles. Il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de quoi que ce soit. Hervé Tillet et Martine. Exactement, merci. Parce que les éoliennes, on a eu peur, beaucoup. Ah non, les éoliennes, c'est terrible. Alors, on a 2 minutes, on va à 2 minutes. Sur je vous donne une minute chacun. Sur les énergies, moi, je me pose toujours une grande question. C'est l'énergie, ok. Pour faire Pourquoi quoi faire Oui, d'accord. Je crois qu'il faut d'abord savoir faire marcher les machines. Et pourquoi faire? Voilà, non, mais c'est exactement ça. Est-ce que l'énergie... Regardez, par exemple, je vous prends un exemple tout simple. Sainte-Lucie, vous vous souvenez, les sécheresses, manque d'eau, etc. Ils ont fait un choix très clair. Ils ont dit, OK, nous, on n'a pas assez d'eau. On n'a pas assez d'eau pour la population et les touristes. Mais on privilégie les touristes, les hôtels et les bateaux de croisière. C'est un choix politique. On est en mode contraint. Pour l'énergie, c'est pareil. On est en mode contraint. Qu'est-ce qu'on va alimenter? Est-ce qu'on a continué à alimenter les centres commerciaux ou est-ce qu'on va alimenter les hôpitaux? C'est caricatural, mais en fait, c'est ça. Et on va détruire, parce que c'est ça, à chaque fois qu'on crée une emprise, on détruit du vivant. On détruit du vivant, on va créer autre chose. Pourquoi? Pour combien de foyers au final? Combien de foyers on va alimenter? Et qu'est-ce que cette énergie? Qu'est-ce qu'on va enlever? Voilà. Et elle nous l'a dit, il faut savoir voir à long terme. Oui, Hervé Tillet, excusez-moi. Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Madame Martine L'Heureux. Il ne faut pas multiplier les systèmes et les usines à production d'énergie. Pourquoi faire? Pour revendre ou pour... je ne sais pas. Quand je vois ce qui est en train de se faire dans le nord de la Martinique, je suis assez... Je suis pas très enthousiaste vers ce type de gros pylônes qui dénaturent. Ça n'engage que moi ce que je dis, mais c'est pas joli, c'est pas beau. Je crois que ce sera le sujet de notre prochaine émission, puisqu'on se retrouve le premier mardi du mois. Oui, on a bien entamé là. Au-delà de la question esthétique, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. On a souvent tendance à parler production d'énergie, alors que le vrai sujet, c'est d'abord la demande. Et comment on peut optimiser, contraindre, entre guillemets, la demande, même si le mot, il n'est pas... Voilà, ça donne une notion d'obligation. C'est pas ça. Comment collectivement, on peut réfléchir à nos usages, quels sont les usages prioritaires, indispensables, et
une fois qu'on a bien défini nos usages, qu'on a progressé sur nos consommations, eh bien, qu'est-ce qu'on met en face pour alimenter ces répondre aux consommations? besoins, Et quoi. c'est dans cet ordre-là qu'il faut prendre les choses. Je suis tout à Parce fait que d'accord sinon, avec les intervenants. on voit bien qu'on a de grands yeux, qu'on est gourmand, que le ventre est grand et qu'on veut toujours plus, même pour rien. Franz, on a 30 secondes. Franz, vous êtes sur la Oui. route. Oui, allez-y, on n'a pas Oui. beaucoup de temps. On vous écoute. Bienvenue, Franz. D'accord, ok, bonjour à vous tous les deux. Je vais être rapide. Je voulais justement dire concernant, je rejoins le titre précédent, concernant les pylônes. C'est affreux. Alors, c'est affreux. En plus, je ne pense pas que ce soit aussi rentable. On ne le fait pas. Alors, ça passe pas bien. Tu es sur la route, mais en tout cas, les pylônes, il parle des éoliennes, j'imagine. Il a dit que c'est affreux. Et ça vous a fait tous les trois sourire. On va devoir refermer là. Il y a un événement. Oui, alors, Parce qu'on est en septembre. donc en septembre, on organise la rentrée climat à l'IUT et on est super content d'organiser cette rentrée climat avec eux, avec la fresque du climat. Et puis, à partir de la mi-septembre, ce sont les journées européennes du développement durable. Et là, nous avons 3 journées d'organisation en fait, de journée climat à l'attention des entreprises, que vous soyez petite entreprise, grosse entreprise ou agriculteur ou n'importe qui, même auto-entrepreneur, vous pouvez y participer. Et d'ailleurs, nous sommes aidés par l'ADEME sur ce sujet-là. Donc, ce sera vraiment avec plaisir. Et vous trouverez les informations sur notre site Stratégie Résilience. Et on va vous inviter, bien sûr, pour nous dire en 5 minutes le détail du programme. Merci. L'ADEME. Oui, juste un petit mot pour dire que sur le sujet du bâtiment, des logements, des aides existent. Alors, elles ne sont pas opérées par l'ADEME. Pour autant, il faut... C'est des aides financières ? Oui, c'est des aides financières qui sont aujourd'hui portées par EDF, le programme Agir Plus. Donc, c'est important d'en faire la promotion. Si demain, vous voulez isoler vos combles, avoir une tôle isolante, recourir aux brasseurs d'air, avoir un chauffe-eau solaire, eh bien, il y a différents dispositifs qui existent auprès d'EDF. Vous allez sur le site EDF, la rubrique Agir Plus, Ouais. ça vous oriente vers des artisans labellisés et ça vous donne une petite évaluation de l'aide que pourra vous apporter l'État via EDF à ces petits travaux du quotidien. Et d'une manière générale, vous invitez nos professionnels ici en Martinique à se rapprocher de l'ADEME. Si vous l'avez dit dès le départ, hein, c'est votre aussi compétence, c'est ça, de les informer, de faire des expertises, les accompagner pour voir quel est leur impact, leurs besoins, etc. Et qu'est-ce qu'ils peuvent changer, évoluer. Et vous aussi, hein, avec votre groupement d'associations, c'est ça, vous créez, Oui, vous proposez des ateliers, j'ai vu. Le collectif C'est très Stratégie ludique, c'est très Résilience, bien, ouais. voilà, on propose des ateliers de sensibilisation pour comprendre en équipe, de manière participative et ludique, des sujets très complexes et savoir justement comment ils impactent à la fois le quotidien des personnes, le quotidien des entités, des entreprises, des associations et des collectivités. Alors, on peut vous trouver Stratégie Résilience, ça se tape très facilement sur un moteur de recherche. On peut appeler Voilà, aussi, on trouve exactement. tous les contacts, Donc, contact@stratégierésilience.com ou le numéro de téléphone 06 96 71 03 03. L'ADEME, pareil, c'est ADEME. Vous tapez ça sur Google, par Voilà, exemple, et vous exactement. trouverez facilement tous les contacts. Ensuite, juste pour l'anecdote, l'ADEME a déménagé. On est aujourd'hui dans un bâtiment un petit peu plus récent que le précédent, Place d'Armes. C'est un zèbre. Il est facile à identifier. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. À venir chez vous. Très bien. Il y avait quelques remarques. Également, le meilleur moyen de faire du bien à la planète, c'est de moins consommer les beautés, nous dit Flavius Aumont. Il a parlé de... Et puis Patrick, il dit juste pour info, je suis au même avis que Jacques, qui dit que les problèmes actuels et récurrents d'eau, notamment de la qualité, découlent de la défaillance, de la surveillance, de la qualité de l'eau et du manque de formation des équipes. Donc bon, on a tout un travail à faire encore. On se retrouve le premier mardi du mois, ce sera en octobre. Avec plaisir. Merci à vous Hervé Tillet.